Superman, X-Men, Blade, Green Lantern, Kick-Ass, Watchmen, Batman ou encore Avengers, le succès des super-héros au cinéma aujourd'hui ferait presque oublier qu'ils viennent tous d'un univers commun, le comic book. Alors que les films s'approprient le box-office, nous avons voulu revenir sur les origines de ces personnages qui nous font rêver. Aujourd'hui, Ayedine, vendeur chez Album Comics, et Dynamo, responsable de la librairie Diable dans Comics, démêlent pour nous les origines des X-Men. En 63-64, Jack Kirby et Stan Lee créent une petite bande d'étudiants. Ils décident d'appeler cette équipe les X-Men, avec vraiment une originalité fabuleuse. On assiste à des cours où ces super-héros en devenir apprennent à utiliser leurs pouvoirs. C'est les mutants. Le groupe est assez restreint et simpliste. C'est 5 jeunes, donc Angel, Cyclope, The Beast, Iceman et Jean Grey. Ce petit groupe est complété par le professeur Xavier qui se fait appeler professeur X et qui est là pour les éduquer et les guider dans leur gestion de leur pouvoir. Lui n'aspire qu'à une seule chose, c'est que les êtres humains normaux et les êtres humains anormaux, si je puis me permettre, vivent ensemble. When an individual acquires great power, the use or misuse of that power is everything. Will it be for the greater good, or will it be used for personal or for destructive ends? C'est là aussi où on voit la première apparition de Magneto, qui est leur pendant négatif, avec la confrérie des mauvais mutants, les sentinelles. Qui est pour moi l'équivalent d'un Docteur Doom, parce qu'il n'est pas véritablement méchant. Son peuple est en danger, et pour ne pas risquer l'annihilation totale, décide tout simplement de dominer les terriens. They wish to cure us, but I say we are the cure. La particularité des X-Men, à la différence des autres, c'est que leur pouvoir est inné. Ils se développent à l'adolescence et c'est le changement d'état d'enfant à adulte. En 1966, Jack Kirby quitte la série. Stan Lee reste aux commandes, mais plusieurs scénaristes et dessinateurs vont s'enchaîner. Werner Ross, Roy Thomas, Arnold Drake ou encore Neal Adams vont chacun avoir l'opportunité d'exercer leur talent sur les mutants. Neal Adams signe une superbe partition. On passe d'une école d'étudiants à super pouvoir à un degré au-dessus en termes de dessin, parce que Neal Adams est réputé pour son style hautement réaliste. Mais les histoires sont aussi beaucoup plus punchy, beaucoup plus adultes. Il y a un personnage que l'on découvre sur ce run, c'est le jeune frère de Scott Summers, qui est encore plus puissant que Cyclope, Havok. Havok que l'on retrouve dans X-Men First Class. Alex, what is your gift? What can you do? Get back. Ce personnage-là devient en quelque sorte le second de l'équipe, le lieutenant du grand frère. Très bon choix artistique de la part à l'époque de Neal Adams d'aller sur le titre, ça en a fait une superstar. Les X-Men, malheureusement, a été la série la moins populaire de cette première vague de création. Même si quelques bons artistes, tels que Barry Smith, signent quelques épisodes anecdotiques, la série s'achève au numéro 66. Techniquement, elle était morte, plus personne ne pensait qu'elle allait revenir. Du numéro 67 au numéro 93, on a des rééditions, plus rien ne marche chez les X-Men. Une collection annexe chez Marvel qui s'appelait Giant Size reprenait des personnages connus et réédite ou produit du matériel nouveau. Donc on a Giant Size Avenger, Giant Size Spider-Man, Giant Size Dracula, les Inhumains, on a énormément de choses sur les Giant Size. Puis on a Giant Size X-Men numéro 1, où là Len Wein et Dave Cockrum partent d'un principe, c'est que les X-Men tels qu'on les connaît ont disparu, il ne reste que Cyclope. Le professeur Xavier parcourt le monde cette fois-ci, et non pas les États-Unis, et réunit une équipe assez hétéroclite de nouveaux mutants flamboyants. Et avec Cyclope, ces nouveaux mutants vont sur une île qui s'avère être plus tard une île mutante, où les anciens X-Men sont retenus prisonniers, et le succès est au rendez-vous. Et elle a été reprise en 1976 par une nouvelle équipe créative qui a été un peu plus loin et qui l'a abouti à en faire quelque chose de plus social, privilégiant la différence en parabole des communautés, des minorités qui peuvent être persécutées. Et il a internationalisé le groupe avec vraiment de toute culture, de toute couleur, avec des personnages un peu plus charismatiques, un peu moins manichéens comme pouvaient être les premiers X-Men.
avec l'équipe telle qu'on la connaît aujourd'hui. Chacun avec des personnalités différentes. Nightcrawler, c'est un religieux, mais il a l'apparence d'un démon. Colossus, c'est un provincial russe. La seule chose qu'il a su faire, c'est s'occuper des animaux et s'occuper des champs. Tornade, c'est une petite vagabonde qui a bougé un peu partout en Afrique selon les guerres et qui a volé pour survivre. Le glouton, Serval, Wolverine pour les anglophones. Il est lié au Canada et à l'armée canadienne parce qu'il a été recueilli, il n'a plus de mémoire, on ne sait pas d'où il vient. Mais aussi Feu du Soleil. Et puis un personnage qui était un petit peu redondant, Thunderbird, épervier en français, qui ressemblait vachement à notre griffu préféré. Et l'équipe créatrice se décide à le tuer. Et de mémoire, c'est la première mort d'un X-Man. Au numéro 97, Len Wein est remplacé par Chris Claremont qui devient le seul scénariste du comic. Il en profite pour redéfinir Magneto et étoffer ses origines. Rescapé des camps de concentration, prenant la supériorité des mutants, le nouveau Magneto est fortement inspiré par l'idéologie de Malcolm X qui faisait l'actualité américaine à l'époque. Moins radical et pacifiste, le professeur X s'est quant à lui naturellement imposé comme le représentant de Martin Luther King. Eric, you said yourself, we're the better men. This is the time to prove it. There are thousands of men on those ships that are just following orders. I've been at the mercy of men just following orders. Never again. Le dessinateur John Byrne rejoint Claremont au numéro 108, et les deux hommes vont créer ensemble les arcs les plus populaires de l'époque. C'est aussi grâce à Byrne et à son envie d'avoir un Canadien dans l'équipe que le personnage de Wolverine va prendre de l'ampleur et devenir le pilier des X-Men qu'il est aujourd'hui. Le groupe s'est étoffé jusqu'à atteindre des 600 à 1000 personnages développés au courant des 30 dernières années. Et c'est là vraiment que la série a appris et est devenue le best-seller pendant près de 25 ans de Marvel. Here, you have the chance to be part of something much bigger than yourself. A new species is being born. Help me guide it. Shape it. Lead it. Parlons de moments importants dans la vie des X-Men. Pour moi, un des très importants, c'est la mort du Phénix, où celle-ci est pervertie par son pouvoir, qui est tellement puissant qu'elle se met à consumer une planète. Elle se retrouve kidnappée, entre guillemets, par l'Empire Shire, qui va la juger. Elle est déclarée coupable, et les X-Men affrontent l'équivalent de la Légion des super-héros chez Marvel, la garde Shire impériale. Ceux-ci perdent. Jean Grey Phoenix détruit une partie de la Lune, assomme tout le monde et décide inconsciemment de se suicider. Elle est désintégrée par un rayon laser et Scott Summers, son amoureux, s'en va et quitte les X-Men. C'est un fait très important parce que non seulement on assiste à la mort de Jean Grey, même si le Phénix renaît de ses cendres, mais surtout Scott Summers, qui est quand même le cœur des X-Men, plus que le professeur Xavier à mon goût, s'en va. Alors que c'était le seul X-Men d'origine à être resté tout le temps. Magnifiquement illustré par John Byrne, ancré par Terry Austin. On doit ça aussi au scénariste Christopher Claremont, qui est à ce jour, je pense, le scénariste qui a duré le plus longtemps sur la série X-Men. Dans le Miss Marvel numéro 17 en 1978, apparaît pour la première fois la mutante Mystique. Capable de changer son apparence à volonté, cette mutante sans âge rejoint rapidement l'équipe de Magneto pour s'opposer aux X-Men. You're not scared of me? I want to be called Mystique. Malicia, sa fille adoptive, rejoint les rangs en 1981 dans Uncanny X-Men numéro 158, avant de changer d'équipe en 1982 pour rejoindre le professeur Xavier. Son histoire et ses origines ne seront révélées que 20 ans après sa première apparition. Kitty Pryde, une autre mutante arrivée juste après la mort de Jean Grey, va jouer un rôle clé dans l'arc Days of Future Past. Réunion au sommet aux États-Unis entre les politiciens, les décideurs, le professeur Xavier, pour statuer sur les droits des mutants. Un farouche opposant aux mutants, le sénateur Kelly, est pour une ligne dure. En plein procès, il y a une éruption volcanique. Mystique et les mauvais mutants arrivent pour tuer le sénateur Kelly. Au même moment, Kitty Pryde reçoit une visite impromptue. Son moi cérébral de 20, 25 ans ou 30 ans dans le futur, je me souviens plus des dates exactes, vient la posséder. Il faut absolument
empêcher Mystique et la confrérie des mauvais mutants de tuer le sénateur Kelly. Parce que 30 ans plus tard, avec cet assassinat, les mutants ont été déclarés persona non grata. Le projet Sentinelle, les Sentinelles, c'est des robots avec des capacités évolutives qui ont pour but l'élimination ou la capture des mutants, bons ou mauvais. Mais les Sentinelles ont tourné mal. Ils sont même mis à tuer tous les super-héros. Grâce à l'intervention des X-Men et des X-Men du futur, l'assassinat de Kelly est empêché, mais le programme Sentinelle est quand même voté. On avait déjà vu des Sentinelles sous Kirby, sous Arnold Drake, on en avait vu sous Neil Adams. Et puis à un moment donné, Dave Cockrum, qui revitalise le titre en faisant un groupe international, nous les ramène aussi aux épisodes 97-98. Et c'est pour moi un des moments les plus importants parce qu'on se rend compte que effectivement l'humanité sous la crainte, sous la peur, décide d'annihiler tous les super-héros. Et on s'aperçoit donc avec cet événement, qui est pour moi marquant, que les Sentinelles échappent à leur programmation et massacrent tout le monde, y compris des personnages hyper populaires comme Captain America, Thor et Iron Man. Tout l'univers Marvel est décimé. Et les survivants mutants sont emprisonnés. Sauf un, le petit mutant canadien, qui résiste encore et toujours à l'envahisseur. In the beginning, the Sentinels were just targeting mutants. Then they began targeting everyone. They've come a long way to guide us, to bring us together. The X-Men. Suite à la popularité incroyable des X-Men, le staff de chez Marvel se décide à exploiter le filon. Et donc on revient un petit peu à la genèse, au principe de base, où avec Christopher Claremont et Bob McLeod, on voit l'apparition d'une jeune équipe internationale, Cannonball, Solar, Mirage, Felina, et la cinquième, je l'oublie toujours, Shay Conman, qui s'appelait Karma, avec que des costumes identiques, sous un graphic novel, une histoire illustrée sur un seul tome au départ, pour tester le public, les nouveaux mutants. Suite à la sortie de ce graphic novel, le succès est au rendez-vous. Et dans la foulée, une série démarre. Et de cette série va en commencer plein d'autres, notamment X-Force, qui voit là l'arrivée de mutants beaucoup plus, non pas valeureux, mais agressifs. Et là arrive un personnage super important, Cable, une sorte de cyborg à la Terminator, avec un œil bionique. Et on apprend par la suite que ce Cable, cet inconnu en question, c'est Nathan Summers, le fils de Scott Summers, et d'un personnage qui s'appelle Madeline Pryor, qui était un genre de clone de Jean Grey, qui était infecté du technovirus, que Cyclope confie à une Ascani, une descendante mutante. Elle se sauve avec Nathan, il a quelques mois. Cable arrive, et au départ, le mystère est total. Qui est ce personnage? On a tous été roulés dans la farine. Projeter un môme qui va grandir dans un environnement hostile avec des pouvoirs de mutant, très puissant, et que ce môme revienne dans le passé, est plus âgé que son père, et ne dit pas à son papa, papa, je suis de retour. Extraordinaire. Troisième moment, très fort, l'âge d'Apocalypse, où là, l'univers est changé. L'être humain tel qu'on le connaît n'est plus la race dominante, c'est un gibier. Et Apocalypse, un des mutants les plus puissants qui prône la survie du plus fort, un darwiniste à l'extrême, décide, parce qu'il a déjà ravagé les États-Unis, de conquérir le reste de la planète et donc d'assujettir tous les humains. Les personnages qu'on avait l'habitude de voir en super-héros comme Cyclope, mais surtout son frère, aident Apocalypse à pourchasser les êtres humains. Et on voit énormément de scènes atroces. Pendant 6 mois, ce récit a été désynchronisé de l'univers normal Marvel et énormément de personnages, mais des gros personnages meurent. C'est un très gros moment des X-Men, même si certains pourront reprocher le fait que à ce moment-là, on a coupé avec la réalité ce qu'on appelle le mainstream. Le but de l'histoire, c'est qu'il n'y a pas vraiment de méchants ou de gentils, c'est ce qu'on fait de la vie, c'est-à-dire qu'on est plusieurs personnes dans toute une vie, c'est-à-dire qu'à 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, on n'est pas la même personne et on passe par des phases d'erreur, de repentance et autres. Et c'est ce qui a plu aussi aux lecteurs, c'est qu'il n'y avait pas vraiment c'était un peu moins manichéen que les comics de l'époque. Le lecteur, moi j'étais jeune quand j'ai découvert ça,
avait du mal à s'identifier à Captain America. Il avait du mal à s'identifier à Spider-Man, même si la vie de Peter Parker ressemblait à la vie de beaucoup de gens dans la réalité. Mais là, on était forcé d'aller à l'école, forcé de faire ses devoirs. On avait des préparations à faire, on avait des examens. Et en même temps, on allait empêcher Magneto de faire sauter des bombes atomiques. Et en même temps, on allait empêcher le Blob de cambrioler une banque. Fascinant, extraordinaire et magique.